Dans le centre de la Côte d'Ivoire, le village de Djamalabo, situé à 10 km de Bouaké, peine à amorcer son développement. Cette localité ne dispose d'aucune infrastructure de base. Les populations lasses de vivre dans des conditions précaires souhaitent s'installer sur un nouveau site. Hors des frontières ivoiriennes, c'est un bout de rocher. Insignifiant en apparence, il est pourtant l'objet d'une dispute entre le Kenya et l'Ouganda. Nous irons ce soir à la découverte de la disputée Migengo, un îlot situé sur le lac Victoria. Bonsoir, vous suivez le 19h, bienvenue dans cette édition. Djamalabo, village situé à 10 km de Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire, a besoin d'infrastructures de base. Les conditions de vie dans cette localité sont difficiles, surtout après le passage de la pluie, au point où ses habitants souhaitent s'installer sur un nouveau site. Hassan Khan, Léonbrou. La voie impraticable de Djamalabo traduit les difficultés des populations de ce village de la commune de Bouaké. Aucune infrastructure de base dans ce village. À chaque pluie, les populations de Djamalabo font face à la montée des eaux, la rivière qui inonde le village. Les habitants assistent impuissants à l'effondrement de leurs habitations. Quand on a des problèmes de maison, comme la pluie est trop venue, toutes les maisons sont cassées. Donc actuellement, on peut avoir au moins 12 maisons qui sont déjà cassées. Donc vraiment, on demande à nos frères d'Abidjan, ceux qui travaillent là-bas, de venir nous aider. Les jeunes et les femmes entreprennent des efforts pour améliorer leurs conditions de vie, mais en vain. Nous sommes en coopérative ici. La coopérative, c'est la coopérative champêtre. Par exemple, si quelqu'un a besoin au moins de 10 à 5 personnes pour le nettoyage de son champ, c'est 500 par tête. Mais actuellement, rien ne marche. Les femmes se fatiguent. On travaille pour que le village soit développé, pour que les enfants puissent aller à l'école. On veut construire l'école. Comme il n'y a pas l'argent, c'est ça, on travaille pour mettre l'argent à la caisse pour qu'on va construire l'école. Compte tenu de la précarité des lieux, les populations de Djamalabo souhaitent s'installer sur un nouveau site. Quand on est là-bas, on trouvait que quand les parents nous appelaient pour dire bon, toutes les maisons se cassent, les circuits d'eau et tout, on prenait ça comme un amusement. Mais je suis arrivée, j'ai constaté ce qui se passe ici. Il faut que nous associons pour venir en aide au secours de nos parents. Djamalabo veut s'installer sur un nouveau site avec toutes les commodités. Les élections locales en Côte d'Ivoire, c'était le 13 octobre dernier. Depuis la proclamation des résultats, des réclamations sont faites à la commission électorale indépendante. À ce jour, la CEI a reçu 63 dossiers pour les municipales et 16 pour les régionales. J'écris La paix est un manuel UNESCO qui établit le lien entre la paix, les mots, les langues, les écritures et la culture. Il a été présenté aujourd'hui au lycée Sainte-Marie à Cocody. Cet ouvrage vise à initier les jeunes à la culture de la paix. Dangui Dangui. Des élèves du lycée Sainte-Marie de Cocody, impressionnés par des écritures si particulières, des mots et textes écrits différemment qui célèbrent tous la paix. Valeurs que partagent ces jeunes filles. Moi, ça me permet de connaître la culture de la Côte d'Ivoire et de savoir toutes les langues qui existent en Côte d'Ivoire. Je souhaite que le monde vive dans la paix et que tout le monde s'entende bien dans les sociétés et dans les pays. Moi, je souhaite que, peu importe les cultures, peu importe l'écriture, la langue et tout ça, qu'on continue de favoriser la paix. Exposition et vernissage sur la paix à travers une quinzaine d'écritures et d'alphabets, notamment l'écriture dongba, chinoise, japonaise et l'alphabet arabe. Objectif de ce programme, initier les jeunes à la diversité culturelle dans le but de renforcer la paix et le dialogue interculturel. Pour l'UNESCO, les écritures de différentes civilisations peuvent ouvrir la voie à la compréhension de la différence. On est vraiment là à un moment de l'humanité où les défis que le monde nous adresse, qu'ils soient écologiques, qu'ils soient économiques, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient religieux, nécessitent des outils de diversité. Et que je puisse, moi, à Abidjan, lycéen d'Abidjan, dire dans mon entourage, regardez, ça c'est l'écriture persane, ça c'est l'écriture mandombé, ça c'est l'écriture thaï. Et que je sois heureux de communiquer ce fragment d'humanité. Derrière l'écriture se cache la culture, un vecteur de rapprochement des individus et des peuples.
une conviction que partagent l'UNESCO et les autorités. Les compétences interculturelles sont fondamentales pour le dialogue interculturel et pour le rapprochement des cultures. Et cette formation sur les systèmes d'écriture contemporains est en fait un prétexte pour montrer et pour démontrer que les cultures s'auto-enrichissent et qu'aucune culture n'est autonome ni distincte et qu'elles se nourrissent les unes les autres. Par rapport à la crise que nous avons connue, nous avons dit que si les enfants, dès l'âge, n'est-ce pas, de 6 ans, sont imbibés de la culture de paix, il est évident que cette paix va se propager. Et quand ils deviendront, n'est-ce pas, des adultes, ils ne pourront que cultiver, propager cette culture, n'est-ce pas, de paix. Donc cet atelier qui vient, nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, à un début. Il est à souhaiter que cela soit propagé dans tous les lycées et collèges, et même dans le primaire. La présentation du manuel « Je crie la paix » s'inscrit dans le cadre des actions de promotion et de diffusion des valeurs et attitudes propices au dialogue et à la non-violence de l'UNESCO. Elle est suivie d'une formation pilote à l'intention de 48 enseignants et élèves venant de 12 établissements scolaires du district d'Abidjan. La paix, c'est ce que voulait aussi l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Les actions significatives menées dans ce cadre par feu le président Félix Houphouët-Boigny ont été revisitées par plusieurs chercheurs venus d'Afrique. Ils étaient en conclave pendant 3 jours à Yamoussoukro, situé à 240 km au nord d'Abidjan. C'était le 20 octobre dernier. Léon Brou. Le temps pour la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix d'en mobiliser le financement et sera érigée ici une statue géante du premier président de la République. Question d'immortaliser pour les jeunes générations et c'est l'avenir Félix Houphouët-Boigny qui reste 25 ans après sa disparition, modèle universel de paix au regard de ses actions. Conclusion du colloque international sur l'œuvre de paix du bélier de Yamoussoukro. 3 jours aussi pour analyser les obstacles à la paix en Côte d'Ivoire. Puis les scientifiques invitent à la culture de la paix. Aux hommes politiques de Côte d'Ivoire, privilégier le dialogue sans exclusion dans le processus de réconciliation nationale. Privilégier le dialogue dans la résolution de tout différend en Côte d'Ivoire. Promouvoir la justice sociale. Faire de la préservation de la paix sociale la priorité de toute action politique. Sensibiliser et éduquer les populations à la culture de la paix. Aux populations, cultiver la tolérance, la fraternité et le dialogue. Éviter le recours à la violence. Respecter l'ordre public. Cultiver la discipline. Le colloque d'expliquer l'absolue nécessité de ce changement collectif de comportement indique la paix comme socle de vivre ensemble et de développement. Il s'agit donc de ressouder le tissu ivoire pour booster l'essor national et l'épanouissement des Ivoiriens, une exigence qui confère encore une actualité à cette affirmation de Félix Houphouët-Boigny que je cite « Le bonheur, le vrai, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Faisons en sorte que nous n'ayons jamais à le perdre, mais à l'accroître sans cesse par le travail et l'effort au quotidien. » La commune de Yopougon a abrité dimanche dernier la 4e édition du concert de la rentrée en faveur des enfants déshérités et des veuves. À travers ce rendez-vous, l'ONG Minoge entendait recueillir des vivres et non-vivres. Quelques millions de nos francs ont pu être récoltés. C'est ce que nous expliquent Guillaume Zéré et Pagasso Rokoni. Le chantre évangéliste Richard Crémé et le décor est planté. La 4e édition du concert des enfants déshérités et des veuves a réuni chantres et personnes généreuses venues d'ici et d'ailleurs. Entre chants et louanges, plusieurs dons. Fournitures scolaires, sacs de riz, vêtements et autres vivres et non-vivres. Objectif, aider les centaines d'enfants et de femmes défavorisées. Même une aiguille donnée à un orphelin est toujours quelque chose de grand. Par notre don aujourd'hui, on essaie de donner vraiment la vie à ces personnes-là qui ont vraiment besoin. Quand tu offres, tu donnes aux veuves et aux orphelins, Dieu, et quand tu cries à Dieu, il entend tes cris et il exauce. Et ce don ce soir va à l'endroit des orphelins et aux enfants des prisonniers.
À ce concert de bienfaisance était présent l'un des aumôniers de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka. Pour lui, qui connaît mieux les conditions de vie en détention, l'action menée par l'équipe de Béni-Marthe est un véritable coup de pouce autant pour les enfants que pour les parents privés en ce moment de liberté. Un frère peut te voir et il te dit que cette année j'ai des soucis, je ne sais pas si mes enfants vont à l'école dehors. C'est des pères qui ont mal, voyant les enfants dehors, eux ils sont privés de liberté. Donc avec l'acte que la maman pose, c'est un acte généreux, c'est un acte que nous louons. Le concert des enfants et des veuves, la 4e édition, s'est terminée. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. En attendant, l'ONG Minoge convie dans le mois de novembre prochain les âmes généreuses à son traditionnel arbre de vie. Cette action caritative pour recueillir des dons pour les orphelins et les veuves en vue de leur permettre de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Ailleurs au Cameroun, l'opposant Maurice Kamto, qui arrive deuxième à l'issue de la présidentielle du 7 octobre dernier, parle, je cite, de faux chiffres officiels et revendique la victoire. Le président Paul Biya, 85 ans, dont 35 au pouvoir, a été réélu hier pour un 7e mandat avec 71,28% des voix. Les États-Unis ont estimé ce lundi que des irrégularités lors du scrutin présidentiel au Cameroun faisaient douter de la crédibilité de la victoire de Paul Biya, appelant toutes les parties à régler leurs différends par les voies légales. L'île de Migengo, un îlot de 10 800 mètres carrés, est une minuscule carapace de tôle posée sur les eaux argentées du lac Victoria. Il fait depuis 2008 l'objet d'une bataille juridique entre le Kenya et l'Ouganda. Allons la découverte de ce bout de rocher en apparence insignifiant, mais très convoité en compagnie d'Hermaniami. Des abris de tôle recouvrent cette petite île de 2000 mètres carrés sur le lac Victoria. Des centaines de pêcheurs d'Afrique de l'Est sont venus s'y installer. Même petit, ce bout de terre est au centre de vives disputes entre le Kenya et l'Ouganda. C'est les Kenyans ici. Ils nous disent de ne pas mettre notre drapeau et de le mettre sur l'autre île. Parce qu'ils disent qu'ici, ça leur appartient. Qu'est-ce qu'on doit faire ? L'intérêt pour Mujingo est apparu dans les années 2000, lorsque les pêches du Nil se sont faites rares le long des côtes du lac. Les deux pays y ont alors envoyé leurs polices respectives pour faire régner l'ordre et malgré ces disputes de propriété, la pêche unit les habitants. La raison pour laquelle je suis venu ici il y a longtemps, en 2006, c'est parce qu'il y avait beaucoup de poissons. Mes amis qui vivaient ici revenaient toujours à la maison avec plein de cadeaux. C'est là que j'ai décidé de travailler ici. Les pêcheurs kenyans et les politiciens locaux appellent le gouvernement à demander à la Cour internationale de justice de trancher le différend, car les disputes incessantes entre les deux pays inquiètent les habitants. Ils adorent dire qu'ici c'est le Kenya, mais on ne sait pas à qui appartient cette île. Nous sommes venus ici pour faire de l'argent, c'est pour ça qu'on a quitté notre maison. Si quelqu'un en a assez, il faut quitter l'île et quelqu'un d'autre viendra gagner de l'argent ici. Mais certains frères et sœurs kenyans veulent inciter la violence sur l'île. Le Kenya et l'Ouganda ont créé une commission qui devra déterminer à qui appartient l'île, basée sur des plans qui datent d'avant l'indépendance du Kenya. En attendant, les deux pays ont signé un accord de cogestion de l'île. Rendons-nous à présent en Indonésie où un projet de barrage hydroélectrique inquiète les défenseurs de l'environnement. Ce programme menace le primate le plus rare au monde, l'orang-outan de Tapanuli, une espèce qu'on trouve dans la forêt tropicale de Sumatra. Pargasorokoni. C'est le primate le plus rare au monde. Ils ne sont plus que 800 individus dans cette forêt du nord de Sumatra. Les orang-outans sont menacés par un projet de barrage hydroélectrique. Les routes qu'ils vont construire vont morceler l'habitat des orang-outans. Ils ne pourront plus interagir, ça empêchera leur reproduction. Ça les amènera à s'accoupler
avec des individus du même sang, ce qui va accélérer leur extinction. Nous voulons que la zone de déforestation prévue par le projet soit réduite pour ne pas empiéter sur l'habitat des ourang-outans. Les singes de Batang Toru font partie d'une population spécifique d'orang-outans découverte récemment. La couverture en électricité du Sumatra du Nord est excédentaire à 15% actuellement. Donc, la création d'une nouvelle centrale n'est pas justifiée, et encore moins dans le cas du barrage hydroélectrique de Batang Toru en raison de ses impacts négatifs sur l'environnement. Fin de ce 19h. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur RTI2. Très bonne soirée.